Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, je suis toujours très content d'être là avec un certain deuxième ligne de 2 mètres qui était de Metro Racing, de Puck et plein d'autres clubs. Et là, mais par contre, je pense que tu es avec le pack pour plus de temps qu'avec tes clubs. Je sais pas, tu vois, ça fait quoi, 7 ans qu'on fait ça? Est-ce que c'est la plus longue durée dans un club? Oui, on n'a jamais fait le calcul, mais si on commence à compter comme ça, oui. Mon club, mon maillot le plus long maintenant est celui du pack de potes. Ah, c'est pas mal ça quand même, hein? Ouais, c'est bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on refasse un peu de goodies, Thierry. Ah oui, c'est une bonne idée. On avait dit des Ça serait pas casquettes. mal. Des Ça, casquettes, ça, ça serait pas mal. des- Ouais. ça serait vraiment top. Parce que moi, j'aime bien les casquettes, tu sais, en Et tant moi que aussi. bon américain. Bon, écoute, petit épisode assez rapide aujourd'hui. On va revenir sur ce match de UBB parce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière. On va parler de top 14, de tout ce rugby. Je propose qu'on y va direct avec le match UBB et peut-être on va finir avec d'autres sports parce que, dis donc, c'est un moment très sportif avec le Roland Garros et le NBA aux États-Unis. Et peut-être on Grosse va même actu. parler. On va pas même parler MLR. Je suis prêt pour parler de Major League Rugby, tu vas voir, Oula, aux les États-Unis. Guiltinis. Allez, c'est le match Leinster contre UBB à Bilbao en Espagne. Leinster, on peut dire, c'est carrément l'équipe d'Irlande, sauf un ou deux joueurs. Et bah, UBB, c'est pas mal non plus l'équipe de France, au moins les arrières. Démarrage de match et il y a quelques maladresses des Irlandais. Ringrose qui a loupé leur réception dès le premier envoi. Des plaquages qui pèsent lourd par les deux grands deuxième lignes, on va dire, de Bordeaux. 7 minutes temps pour Leinster. Ça avance petit à petit et malgré des plaquages offensifs des Bordelais, je pense beaucoup à Lecou et Poirot, les Irish vont trouver de l'espace pour marquer leur premier essai dans le coin par Tommy O'Brien. 7-0 pour eux. C'est pas grave parce que Louis Bip Bip, il est là. Sur un côté de terrain, ça recycle et la motte va passer pour Wookie qui va se jeter dans l'air pour aplatir mais refuser. Dommage. Le coup va jouer les avants. Pénalité sur 5 mètres, on va le jouer à la main. Et voilà, le coup choisit son moment pour marquer le premier essai de UBB, 7-7 à 15 minutes. Et à 17 minutes, mêlée à 5 mètres pour nous. Et très très bon mêlée d'ailleurs. Et bim, essai pour le 14 de UBB, 14-7 pour Bordeaux. Les Irish me semblent pas dans un état normal pour eux. Peut-être c'est le soleil de l'Espagne. Jalibert commence à chauffer. Rayassi, le 15 de Bordeaux aussi. Louis Bébé qui va faire un triple olé pour éviter des taureaux irlandais. Et voilà, 21-7 à 25 minutes. Ballon au Irish qui avance bien, mais Inspecteur Poirot est là avec des caramels. Moïfana aussi très présent en défense. Gazotti marche sur les mecs. Jalibert tente un peu de magie et c'est facile avec Pono qui va servir Louis Bébé 28-7. Pour le mi-temps, non, c'est 35-7 pour le mi-temps avec Moïfana qui était at the right place at the right time, interception et essai par la suite. Allez, deuxième mi-temps, et le coup a tiré le mulet moche de McCarthy, mais dans quel monde, c'est un carton jaune ça. Allez, le mulet Ed McCarthy a sauté par-dessous de Poirot pour un essai à la foot américain. Je pensais que c'était pas légal ça. 35-12. Bonjour Big Ben, le beau gosse de Bordeaux. Rayassi avec une interception clé. Woki, il est blessé. Le coup est de retour. Mathieu est arrivé et découpe tout. Big Ben gratte à plusieurs reprises. Voilà, ça va bien pour UBB. Les Irish, par contre, ils sont toujours sans option. Et voilà, ce match va finir avec un grand victoire, le doublé pour Bordeaux, 41-19. Ouais, c'est une histoire complètement folle que ce match parce qu'on a eu une toute petite frayeur et le Leinster a eu le temps d'y croire le temps de son essai. Et puis après, ça a été terminé. C'est-à-dire que ça a été un cavalier seul des Bordelais. J'ai un ami en Irlande puisque, ma fille était en Irlande, comme tu le sais, pendant 4 mois. Elle est rentrée et il m'a fait l'amitié de m'emmener voir Leinster-Édimbourg en 8e ou en 16e de finale, je ne me rappelle plus, au stade donc, à l'Aviva Stadium et c'est un supporter du Leinster. Je lui ai envoyé un petit texte pour lui dire: «Désolé, mais je crois que la meilleure équipe a gagné». Il m'a dit: «Théo, in first half, it was boys against men». Voilà, Ah oui, c'est vrai. tout est dit. C'est le résumé de ce match où on a eu l'impression qu'il y avait, 1 voire 2 classes d'écart et on a eu une je sais pas, un sentiment de déclassement complètement de cette équipe d'Irlande et d'avoir plutôt que boys against men, on aurait dit plutôt
des vétérans contre une équipe en pleine forme, quoi. C'est-à-dire que le côté vieillissant de cette équipe d'Irlande et aussi de cette équipe du Leinster qui a pour ossature l'équipe d'Irlande depuis plusieurs années maintenant, bah, là, ils sautent aux yeux. Ils ont pas assez de nouveaux joueurs, ils ont pas assez de nouveaux talents, alors qu'en face, l'UBB, il y a une pléthore de joueurs exceptionnels et il y a eu beaucoup de renouvellement ces dernières années. Je vais prendre un exemple, qui m'a frappé. À la 32e, tu as une séance de pick and go du Leinster complètement stérile, en fait. Ils finissent par faire un en avant parce qu'ils n'ont pas de solution, donc ils finissent par faire une faute. Mêlée, ça part en touche. Sur la touche qui suit, un plaquage de Moefana, mais énorme en rush défense sur la ligne offensive. Et derrière, grattage de Gazzotti. Et on reprend 30 ou 40 mètres après la pénalité et on se retrouve avec une touche chez eux, avantage UBB, alors qu'ils étaient sur notre ligne dans des pick and go, qui est un exercice dans lequel le Leinster et l'équipe d'Irlande marquaient 9 fois sur 10 il y a encore 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est extrêmement frappant de voir la stérilité d'un côté et l'efficacité de l'autre. Et puis au bout d'un moment, tu vois que les mecs n'y croient plus, tu as envie d'abréger le supplice. Et très honnêtement, c'est une finale qui est voilà, survolée, complètement survolée. Assez incroyable aussi, je trouvais les deux deuxièmes lignes de UBB vraiment super en forme. Dès le début, en fait, c'était plaquage quand ça s'arrêtait pas, en fait. Et tout plaquage, je trouvais, était assez offensif aussi côté UBB, qui était pas du tout. On n'avait pas l'impression que physiquement, les Irlandais, ils ont pu tenir, en fait. Poirot, je sais pas quel âge il a maintenant, mais quand même, ça fait longtemps qu'il est plus dans l'équipe de France. Et là, il joue dans un final, un super match avec 13 plaquages. C'est quand même du gros niveau. Paolo, oui, Coleman, oui, je trouvais fort. Woki aussi, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer comme ça. Et j'aimerais bien le retrouver sur l'équipe de France, ça c'est certain. Mais On a eu pour moi, peur hein, qu'il se fasse très sérieusement mal. Visiblement, ouais, ça a l'air d'aller. Et sur le coup, on avait l'impression qu'il avait une blessure grave de type croisé, 6 mois et compagnie. Et ouais, finalement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, c'est vraiment une super nouvelle. ouais. Je voulais juste dire un mot aussi pour Damien Penaud, parce que je trouvais que, en fait, c'est un, comment dire, un stallion, c'est un course un cheveu de course, et que d'un coup, on l'a mis dans une position de centre, de workhorse. Tu vois ce que je veux dire? D'un coup, il doit faire tout le travail en ombre, il doit faire des plaquages, etc. Et il est quand même, je pense qu'il a bien fait ce travail et quand même, il est là pour le libérer avec un peu de magie, tu vois, l'essai de LBB. Et je voulais juste de dire bravo, chapeau, parce que ça devait être difficile de dire, OK, mais maintenant, tu n'es plus les gars qui courent, tu es carton libre pour faire ce que tu veux, tu cours après le ballon. Et maintenant, tu as vraiment ce travail de respecter et de plaquer, Ouais, plaquer faut l'avant. pas oublier que Damien Penaud, c'est un joueur qui est très costaud, hein. On l'a vu beaucoup sur les ailes pendant longtemps parce il a une vélocité incroyable. Je pense que peut-être avec l'âge qui avance un peu, il est peut-être un petit peu moins véloce. Et il faut pas oublier, c'est un joueur qui fait plus d'1,90 m, qui doit faire 100 kilos et quelques. Donc il a tout à fait le gabarit du trois quarts centre. Il a une excellente gestuelle, il a des cannes, il sait tout faire et au centre, il est très bon, hein. D'ailleurs, à la il marque un essai, en faisant un petit coup de pied, une espèce de défense, il récupère le ballon lui-même et cetera et il redonne derrière. Ça fait à ce moment-là, je crois, 28 points d'affilée, que marque l'UBB. Donc il participe pleinement à cette domination, faite aussi de puissance physique au centre du terrain à laquelle il contribue. Et ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il a fait preuve d'un état d'esprit totalement exemplaire quand Yannick Bru lui a dit: «Tu vas te recentrer de l'aile au centre». Et comme tu le dis très justement, tu as beaucoup de joueurs qui auraient pu dire: «Je vais surtout changer de club», parce que on ne parle pas comme ça. Voilà, je suis le meilleur marqueur de l'équipe de France en jouant à l'aile, machin, et cetera, donc tu vas pas me la faire à l'envers. Bah si, en fait, il a mangé un peu son chapeau, je pense, comme on dit. Nouvelle expression pour ton dictionnaire, Thierry. Ouais, exact. Et puis il s'est remis en question et il fait le job. Donc maintenant, sur la suite de la saison de l'UBB, et on va en parler après, toute la question est de savoir si ils vont réussir à se qualifier. Voilà, parce que ce serait quand même Ah, assez ça, c'est sûr. incroyable que l'équipe 2 fois championne d'Europe, qui a la main mise sur le rugby européen, ne soit pas dans les playoffs du championnat de France. Et Ouais, ça c'est en un dit très très long sur la domination du rugby français sur l'Europe. Ouais. Et le coup était l'homme de match, bon, mérité, mais aussi, moi, sinon, c'est Moefana, pour moi, il avait quoi, 16 plaquages, mais des gros plaquages aussi, et vraiment, il a eu son essai aussi. Voilà, donc match très sympa à voir, et tiens, je pense qu'à l'Espagne, finalement, c'est pas un mauvais endroit pour regarder un peu de rugby en été. Tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est que
ça fait quand même 6 ans d'affilée que ce sont des équipes françaises qui gagnent, hein, puisque ça a été là UBB 2 fois, Toulouse avant, La Rochelle 2 fois juste avant et Toulouse encore avant. Ça fait 6 fois d'affilée. On gagne 2 fois là le tournoi Destination. Le challenge européen, c'est également une équipe française qui l'a gagné, Montpellier contre l'Ulster, une autre équipe irlandaise. C'est pas une domination en ce moment, c'est vraiment un écrabouillement de la concurrence européenne par les clubs français, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle parce que, tout simplement les compétitions quand elles sont moins disputées, elles sont moins intéressantes, hein, et quand elles sont moins intéressantes, elles sont moins diffusées, elles génèrent moins de revenus, de droits télé, et cetera, et c'est quand même un petit peu préoccupant que les autres équipes ne parviennent pas, à rivaliser à ce point-là. Le top 14, bien sûr, est un championnat très très exigeant et on dit que c'est aujourd'hui le meilleur championnat du monde et on voit à quel point il est disputé et à quel point les matchs sont qualitatifs, hein, on va y revenir. Le salary cap du top 14, c'est 11 millions d'euros. Le salary cap de la Premiership, c'est 7,4. Mhm. Donc c'est aussi une question de gros sous et de capacité des équipes à attirer des talents. Et je pense que là-dessus, le modèle irlandais, où on préserve les joueurs, ils sont à la fois en équipe nationale et en province, ils jouent moins, mais en fait, ça préserve leur fraîcheur physique. Mais je pense que ça limite aussi leur compétitivité parce qu'ils sont exposés à moins de concurrence féroce. Hmm. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu n'es pas content qu'on gagne. C'est pas ça que tu dis, je sais, mais Non, je suis évidemment super content. Je pense que c'était d'abord pleinement mérité parce que l'UBB a fait des phases finales remarquables. Ils ont quand même sorti le Stade Toulousain à nouveau. Ils méritaient pleinement leur place. Ils ont battu une autre équipe anglaise après, Basse, en demi-finale, etc. Donc je trouve que c'est absolument mérité et j'aime beaucoup cette idée de faire des doublés. Maintenant, ça devient un petit peu la mode pour les clubs français. Je dis juste en commentaire, attention, les championnats, les disciplines dans lesquelles une domination trop forte s'installe, parfois payent l'addition après, parce que trop c'est trop. Voilà, donc il est temps que les clubs anglais se réveillent, que les provinces irlandaises se réinventent et que la concurrence pour les clubs français soit plus dure. On ne peut pas gagner tous les ans une compétition avec un club français. Voilà. je suis pas Et du tout d'accord. Moi, ouais, oui, on peut gagner tous les ans, ça me gêne oui, pas la du preuve, tout. ça fait Tu vois, 6 fois de suite. c'est des dynasties, ça s'appelle mon cher ami. C'est les dynasties, c'est les Lakers, tu vois, c'est les New England Patriots, c'est des C'est vrai, c'est dynasties, aussi tout comme ça, ça c'est qu'on normal. construit les équipes de légende. Tu as raison, c'est vrai. Allez, tu parlais de toutes les victoires de la France. Bah, il y avait un autre. En fait, c'était de Crunch Creator, où en fait, on a gagné 62-61. Donc, apparemment, je suivais ça de très, très loin. Bon, j'étais un peu surpris qu'on n'était pas invité, mon cher Théo. Ah mais j'ai pas surpris, je suis outré, c'est plutôt ça. Je ne comprends pas. On est le podcast rugby, 100% rugby audio le plus ancien. On a peut-être pas autant d'écouteurs que certains youtubeurs. Bon, bref, je passe l'adjectif qui suit. Mais je suis absolument outré qu'on n'ait pas été sollicité. Alors, peut-être pas pour une place de titulaire, mais au moins pour porter les citrons ou Oui. faire une petite pige en fin de match. Faut quand même pas déconner. Donc là-dessus, je pense qu'il est temps de remettre l'église au milieu du village et qu'on va s'occuper de leur cas. Ouais, mais je pense que le problème, c'est ancien, comme tu dis, parce qu'à 51 ans, je pense pas que je mettrais les trucs pour faire des plaquages avec Armitage et Bastero. Il est pas petit, Rougerie, quand même, hein, Non, t'imagines en face, c'est juste un mec, tu vois, Instagrammeur, tu as Bastero en face. Ouh là là, ça devrait faire mal, quand même. non, alors pour être très honnête, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu le score et le déroulement. Donc ils ont gagné avec la transformation 62-61 tout à la fin. Et visiblement, c'était quand même assez délirant ce truc. Ouais. Donc je suis assez bluffé par le gars qui a eu l'idée de faire ça. Et en plus, Euh, c'est je- lui qui tape le coup de pied c'est de lui la qui gagne. tape le coup de pied T'imagines? final, c'est complètement improbable. C'est le rêve. C'est un scénario complètement rêvé. Mais 62-61, ça veut dire quand même que des deux côtés, c'était un petit peu les portes de saloon en défense, hein. Ouais, mais c'est un Faut match quand de même, NBA. ça fait beaucoup quand même, hein, 123 points dans un seul match. Mais je suis pas certain. Je pense que j'ai perdu mes crampons au cas où s'ils demandent. Mais comme tu dis, on peut porter l'eau et il n'y a aucun problème. Exactement. Porter le tee, Médic, moi je peux mettre toutes les chasubles du monde, hein, mais effectivement, j'ai pas envie de prendre Aurélien Rougerie, même à 45 ans, Non, non, dans non. la gueule. Non. Non.
Je- Allez, rapidement, Amélie n'est pas là avec nous ce soir, mais il y a du match ce week-end. En fait, il y a les deux playoffs, des semi-finales, pardon. Il y aura Toulon contre Bordeaux. Tout ça, ça va être le 7 juin. Et, pardon, il y aura Toulon contre Bordeaux et Toulouse contre ASM Romnia. Ouh là là, Romagna. Romagna. Voilà, c'est les quatre leaders de ce pool qui sont là depuis très longtemps dans les top 4. Donc voilà, donc ça c'est le 7 pour les semi-finales. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que, bon, en gros, on voit que ces quatre équipes-là, eh ben, ils gagnent dans tous les différents stats, qui est aussi meilleure attaque et meilleure défense. Meilleure attaque quand même, Stade Toulousien, bien devant, 750 points. Deuxième place, c'est Stade Bordelais, 580. Il y a quand même, ils sont quand même bien loin devant. Oui, tout à fait. C'est 4 équipes qui dominent hein, quand même ce championnat. Donc, c'est pas du tout surprenant que ce soit ça les demi-finales. Maintenant, je pense que c'est quand même relativement ouvert. Et on aura, j'espère, les commentaires d'Amélie pour nous dire un petit mot sur les phases finales. Allez, on va parler un peu de top 14. J'imagine que tu as regardé le match Racing ce dernier week-end. Ah, ils m'ont Racing, fait rêver, sans blague. Non, ça, mais ça a l'air pas vraiment, mal, hein. c'était un match exceptionnel. Je ne comprends pas comment l'ASM a pu passer autant au travers. Et la seule explication, c'est que le Racing a fait une performance mais majuscule. Franchement, je les ai jamais vus aussi forts depuis longtemps. Et là, si jamais ils arrivent à accrocher le bon wagon, honnêtement, avec cette équipe-là, s'ils enchaînent les 2-3 performances, c'est hallucinant, ils peuvent être champions. Ils sont injouables. Hier, ils ont été absolument injouables. C'est pas compliqué, tout le monde a été excellent. Devant, la charnière excellente, Léo Carbonneau, c'est sa première année en top 14, il joue, c'est un papa, il a un coup de pompe gigantesque. Et alors derrière, Tuisova et compagnie, mais je pense que c'est l'enfer de défendre en face. C'est l'enfer. Voilà, donc franchement, j'ai été moi très content pour le Racing et en même temps déçu parce que pour l'ASM parce que l'ASM est une équipe que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimée et je trouve que là c'est presque peut-être une histoire de fin de cycle de Christophe Furios là-bas parce que c'était un huitième de finale, ils le savaient, il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils ont un stade plein comme un œuf, des supporters fidèles, ils ont leur destin entre les mains et ils se font rouler dessus à domicile. Donc je pense que c'est une défaite qui va faire extrêmement mal dans les têtes. En plus, ils se déplacent à Bordeaux la semaine prochaine. Oui. Bordeaux qui doit absolument gagner pour avoir encore une chance de se qualifier. Donc autant dire que je pense ils vont être une victime expiatoire là-bas. À mon avis, ils vont en prendre vraiment une raclée. Sauf si Christophe Furios, cette fois, trouve les mots et arrive. Mais même s'il gagne, en plus maintenant, il y a extrêmement peu de chances qu'il se qualifie, la SM. Donc c'est extrêmement surprenant comme contre-performance. Mais quel match du Racing! C'est absolument dingo. 41-13 à domicile. Là-bas, personnellement, j'en suis pas revenu. Et franchement, je me suis absolument régalé. Ouais, ouais, ouais. J'étais très surpris par le 8, ton 8, là. Il était assez impressionnant aussi. Le Maniarara, il est énorme. Bodon a fait un super match alors que c'est un mec qui a un gabarit qui est pas du tout impressionnant. Spring derrière, Abosi, Tuisova au centre. Mais en face, c'est l'enfer de défendre sur ces mecs-là. Voilà, donc je pense que le Racing, sur un malentendu, peut être l'énorme surprise de la fin de saison. Maintenant, il faut qu'ils battent le Stade Toulousain la semaine prochaine. Lequel Stade Toulousain est déjà qualifié, assuré d'être premier, va avoir envie de se mettre en mode phase finale, parce que pas de question d'en prendre 40 avant d'attaquer le match, la demi-finale qui est 15 jours après. Ils ont besoin de jouer. Mais c'est pas pareil. Quand tu n'as pas besoin de gagner face à une équipe de mort de faim qui vient de montrer des convictions comme ça, je pense que le Racing peut tout à fait battre le Stade Toulousain avec ce qu'ils ont montré hier. Il y a absolument pas de doute. À côté de ça, Bordeaux, s'ils battent Clermont, bah, c'est pareil, ils resteront dans les 6 parce que tout simplement, ils pourront pas être rattrapés par La Rochelle, à moins qu'ils ne gagnent sans bonus et que La Rochelle gagne avec le bonus en recevant le Stade français. Donc ça va quand même être chaud, hein. Bah, écoute, dans le week-end dernier, on a quand même eu La Rochelle qui a marqué
11 contre Montauban. Ça devrait faire mal pour eux parce que ça fait 2 semaines à la suite. Ils ont plus de 70 points dans la gueule. C'est pas drôle. Perpignan, j'étais content, mais ils ont battu Castres. Par contre, Stade français, bah, ils sont limite ex aequo pour le deuxième place avec Montpellier. Ils ont battu Bayonne. Montpellier qui a battu Pau. Assez étonnant aussi parce que Pau est en grande forme en ce moment. Mais ils étaient à la maison, on va dire Montpellier. Et voilà, Toulon qui a battu Bordeaux, comme tu dis, bah, un peu surpris aussi de voir Bordeaux qui a un peu de mal à assurer cette sixième place. Est-ce que tu peux nous dire les matchs dont on a déjà parlé de Bordeaux et Clermont et aussi Racing Toulouse? On a quoi d'autre dans la match, on va dire, pour la semaine à venir? Alors, la semaine prochaine, on aura un Bayonne-Perpignan absolument sans enjeu, un Castres-Toulon qui sera également sans enjeu, un Lyon-Montpellier qui est important pour Montpellier parce que si Montpellier veut recevoir en demi-finale, ils doivent gagner à Lyon parce que le Stade français peut leur passer devant si donc le Stade français gagne à La Rochelle. Ça va être dur parce que La Rochelle est en très très grande forme en cette fin de saison après avoir eu un match, une saison quand même un peu en demi-teinte, mais en fin de saison, là, il passe des 60 points à droite à gauche. C'est quand même un signal. Le Racing donc reçoit Toulouse, doit absolument gagner pour se maintenir et a son destin entre les mains, se maintenir dans les 6 parce que s'ils gagnent, ils sont dans les 6. Et Pau-Montauban, Pau doit également gagner pour essayer de maintenir sa place de barragiste à domicile. Voilà, donc, et Bordeaux-Bègles, Clermont, on l'a dit, Bordeaux-Bègles doit gagner, de préférence avec le bonus, si d'aventure La Rochelle mettait le bonus contre le Stade français. Donc en gros, si Bordeaux-Bègles gagne avec le bonus et que le Racing gagne, les 6 ne bougeront pas. Toulouse, Montpellier, et puis ensuite Stade français, Pau, Racing et Bordeaux-Bègles. Par contre, si Toulouse va gagner au Racing ou si Clermont va gagner à Bordeaux-Bègles, La Rochelle peut éventuellement attraper le wagon, voire même éventuellement Clermont. Ce qui est assez chouette aussi, c'est pas comme dans le NBA où tu as l'impression que c'est 60% des équipes qui sont dans le playoff, quoi, tu vois. Donc, il n'y a que 6 sur 14. Il y a un enjeu quand même dans ces dernières semaines. C'est Mais c'est vraiment ça qui est agréable. dingue hein, dans ce championnat. Et franchement, c'est un championnat qui est fantastique parce qu'il est extrêmement serré jusqu'au bout. Tu vois, si pendant longtemps on disait faut arrêter les phases finales, c'est de la connerie, le champion ça doit être celui qui domine la saison régulière, etc. Bah, on aurait aujourd'hui, avec la saison qu'ils ont faite, un Stade Toulousain qui serait déjà assuré d'être champion. Donc que des matchs sans enjeu, Ouais, depuis pas intéressant. déjà une semaine ou deux. Et en fait, on se ferait chier comme des rats morts et personne ne regarderait. Ouais. Alors que là, la place en play-off est encore super chère et elle est accessible pour grosso modo 8 équipes sur 14, ce qui est dingue. Ensuite, on va avoir demi-finale, finale, où on peut faire tapis, all-in, et repartir à zéro et avoir un champion comme le Racing qui sort du chapeau. Donc, tu y crois jusqu'à la fin avec cette formule. Donc, moi, j'y suis hyper favorable, d'autant plus que ces matchs à élimination directe, c'est quand même le sel du sport de compète et du sport co. C'est quand Ouais. même l'élimination directe en confrontation en mano à mano. Donc, moi, j'adore cette formule et je suis bluffé par ce championnat. Bah, écoute, une chose c'est sûr, ces Montauban vont pas être là l'année prochaine. En fait, on ne sait pas encore qui va la remplacer. Dans le Pro D2, quand même, il y avait Oyonnax qui a battu Valence. Donc moi, j'étais assez content parce que j'habite pas si loin de Oyonnax. Donc je me disais, ouais, si Oyonnax passait, je peux regarder encore des matchs de top 14 là-bas. Ça serait assez sympa. Mais non, ils ont perdu contre Vannes 48-7 dans la demi-finale. Dans l'autre côté, il y avait Provence qui a battu Brive sans trop de problèmes 39-21 et aussi 36-28 contre Colombier. Donc voilà, ça nous donne un final pour ce week-end. Ça va être Vannes contre Provence. Non, Ouais, pas pour dire qui va gagner, mais est-ce que tu as une préférence? Je sais que Vannes, c'était, oui, c'était alors, ton chouchou il y a un an. ouais, j'ai une préférence parce que Vannes, d'abord, mérite complètement de remonter en top 14. Ils sont descendus pour un cheveu l'année dernière. Ils avaient fait une remarquable saison en top 14. Ils ont dominé de la tête et des épaules ce championnat de Pro D2. Et très honnêtement, ce serait un accident industriel qui ne gagne pas en finale. Ils sont au-dessus du lot. Mais ça reste 15 mecs, enfin 23 contre 23 sur un match. Donc ça peut basculer. Et Provence Rugby a effectivement plutôt déjoué les pronostics parce que Colomiers avait fait plutôt une meilleure saison régulière et était plutôt favori de cette demi-finale. Donc attention à la marche. Et on sait que la dernière marche est parfois la plus difficile. Mais je suis évidemment pour Vannes, d'abord parce qu'il le mérite, encore une fois, et d'autre part parce que tout simplement, ça
sanctionnerait les grands progrès du rugby breton. La Bretagne n'a jamais été une grande terre de rugby pour plein de raisons. Mais là, depuis quelques années, ce stade de Vannes qui fait rentrer les équipes au son de la bombarde, respecte les buteurs à sa propre identité bretonne, blanc et noir, l'hermine et tout le machin. Ça balade toute une culture qui est une culture naissante et une fierté régionale que je trouve absolument formidable. Je dis pas que la Provence ne mérite pas d'être une terre de rugby, mais il y a un peu plus d'équipes de rugby dans le sud-est. Et moi, je suis pour voilà, Tu pour, penses? pour- pour l'étalement géographique du rugby sur le territoire national. Et vraiment, la Bretagne est une terre qui mérite d'avoir son équipe de rugby en top 14, surtout avec ce que Vannes a montré. Donc je suis à fond derrière Vannes et j'y crois. Je pense qu'ils l'emporteront. Bah écoute, tu m'as convaincu, je vais être pour Vannes. Alors, c'était juste marrant parce qu'Oyonnax, c'est assez proche, c'est que 1 heure et demie, mais c'est 1 heure et demie sur la route de chez moi. Moi, j'habite dans les montagnes de Jura. Et on va dire, ouh là là, c'est pas 1 heure et demie simple. Tu vois, quand tu fais le tour de Paris, tout est allumé et tout ça. Là, quand tu es dans les montagnes de Jura et que tu reviens d'un match de rugby à minuit, c'est pas une conduite facile, on va dire, quand même. Mais bon, c'est dommage que c'est pas eux. Mais bon, je te soutiens pour Vannes alors. Sinon, c'est Carcassonne qui était mon petit chouchou parce que j'ai vu un match là-bas cette année, l'année dernière, pardon, qui vont descendre. Et il me semble que Stade Montois qui va descendre aussi, et c'est Nice qui va les remplacer, ainsi que Narbonne. C'est les deux qui vont monter. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors Narbonne, c'est un grand nom du rugby, même si c'est une petite ville, hein. Orange et Noir, ils ont été en première division pendant très longtemps. C'est vraiment une équipe assez célèbre. Et puis Nice aussi a une terre de culture de rugby importante. Voir Mont-de-Marsan descendre, ça fait mal parce que là aussi, très très grande équipe de rugby, hein, les jaunes et noirs. Stade André Boniface et une culture absolument extraordinaire de rugby dans les Landes qui peine un petit peu malheureusement à se maintenir, sans doute pour des raisons de surface économique des clubs aussi. Il y a beaucoup de clubs de rugby dans le sud-ouest et donc c'est difficile, je pense, de flécher assez de sponsors pour ces équipes-là. Mais bon, espérons que les Montois fassent une belle saison en national et puissent remonter. Tiens, j'ai joué à foot américain contre l'équipe de Nice. Est-ce que tu as une idée de leur nom? Oh, ça doit être un truc du genre les Falcons magiques ou un truc comme ça. Non, bah, c'était moi, les Falcons, déjà, de Bran. Et eux, c'était des dauphins. Ah, les Tu vois, Dolphins, comme bien dans sûr. Ah, Miami ils sont pas Dolphins, loin de tu la vois, mer, c'était les Miami Dolphins Dolphins. of Nice. Et Mm. voilà. Un des meilleurs noms, c'était The Iron Mask of Cannes. C'était pas mal aussi. Pas mal, Euh, les moi, gars. je voulais juste dire un petit mot à Sanso Rugby Club. C'est un tout petit village à côté de chez moi. Ils ont battu quand même un rugby club dijonnais 71-36 à un certain moment de la senior. Et je trouve ça magnifique quand tu vois Sanso. C'est un tout petit village qui bat un grand, une équipe qui vient d'un grand village. Je trouve ça vraiment Ouais, magnifique. Dijon a été en première division il y a longtemps, hein. Quand je jouais en jeune au PUC à l'époque, il y avait deux poules de 8, je crois bien, en première. C'était une sorte de top 16, deux poules de 10, peut-être bien une sorte de top 20. Et il y avait Dijon dans la poule du PUC. Et d'ailleurs, c'était le club où jouait le père d'Arthur Retière, qui s'appelle Didier Retière, qui a été ensuite un peu DTN, etc., qui a une belle carrière fédérale. Donc, terre de rugby, Dijon. Voilà, terre de vin, bien sûr, mais de rugby aussi. Et moutarde. Je commence à connaître la France avec toute la nourriture. Allez, on va partir un peu étranger, on va dire. C'est bientôt aussi les demi-finales ce week-end pour le United Rugby Championship. Donc là, il y a the Glasgow Warriors against the Bulls et Leinster qui va essayer de faire quelque chose contre les Stormers. Donc voilà, il y a quand même un peu des équipes toujours Sudaf, ce qui est assez étonnant. Donc moi, perso, je suis pour Glasgow et Leinster. Bien sûr. Sinon, dans le Premiership de rugby, c'est la dernière week-end aussi. Il y aura un petit. Ils ont un playoff assez petite aussi. Il n'y a que 4 équipes qui passent sur les 10. Voilà. Donc, l'année dernière, c'était Bath qui a battu Leicester. Sinon, il y avait un moment où c'était des Saracens qui étaient très connus à l'époque. Ainsi que Northampton. En ce moment, pour l'instant, on pense que ça va être Northampton, Bath, Leicester et Exeter. On va dire, les préférés avec Saracens qui a une petite opportunité d'entrer aussi dans ces playoffs de 4. Tiens, question pour toi. On va parler de MLR. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même.
Est-ce que tu connais? En fait, il Est-ce y a qu'elle que. existe encore? Parce que C'est ça la question. Il y a que 6 équipes maintenant. Il y avait un moment, en fait, il y avait un paquet d'équipes, ok? Il y a que 6 équipes, alright? Donc moi, je vais dire le nom de l'équipe et j'aimerais bien que tu me dis d'où ça vient, alright? C'est quelle ville? Donc il y a une équipe OK. qui s'appelle The Hounds. The De Hounds. Boston? Non. De Boston. No, I'm very sorry. It's Chicago. Chicago Hounds. Il y a une autre équipe qui s'appelle The Legion. Peut-être New York, parce que il y a beaucoup de légendes à New York. Donc non, ben, désolé, mais New York, il n'y a plus d'équipe. En fait, California Legion, c'était les San Diego Legion, maintenant sur les California Legion. Si je dis The Sea Wolves, est-ce que tu as une idée de Sea Wolves? Sea Wolves, déjà, ça doit être sur la côte. Ouais, alors ça peut être Baltimore là-bas, ou un truc comme ça, Ouais, non? côte ouest plutôt. Hmm. Côte ouest, Ça commence avec un Vancouver. S. Allez, non. Non, c'est Seattle, mais c'est pas si loin. Tu avais dit Boston. Est-ce que tu connais le nom de l'équipe de Boston? Bah même pas du coup. C'est les Free Jacks que j'aime beaucoup. Ah si, je savais, tu me l'avais dit l'année Ah, dernière, les Free Jacks de Boston. ouais. Et Et est-ce après, qu'il y a encore les Guiltinis? il n'y a plus de Guiltinis. En fait, le mec, il avait dit, attends, quoi? Il y a une espèce, tu parlais de, il y a un limite qu'on doit payer les joueurs. Ah bon, je savais pas. Ça, Sinon, ouais, si, il savait pas qu'il y avait ça les caps, c'est son excuse. Sinon, the Old Glory New Orleans. à Washington, D.C. Et en fait, la dernière équipe qui sont que 2 victoires, mais en fait, ils sont dans mon état à moi. Quel est un vide dans mon état de Caroline du Nord? Que tu as une Toi, c'est idée? Charlotte. Hey, bravo, Tu bravo. vois, j'ai quand même réussi à avoir une bonne réponse. Et il faut C'est dire que très tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Je suis impressionné. Mais en fait, on fait ça bien aux États-Unis. On fait bien des trucs très médiatiques parce que en fait, ils ont un week-end. Tu vois, faut que je regarde ça. Il faut que je suis ça de près parce qu'ils ont un week-end complet pour le espèce de Super Bowl, le MLR. Et ça a l'air trop chouette parce qu'il y a plein d'événements. Ça prend toute la semaine. Tu vois, il y a ces 3 jours. Et en fait, il y a un truc qui a l'air pas assez sympa. Il y a un concours de touches, etc. Mais il y a aussi un concours de Scrum, si tu imagines. OK? C'est une sorte de walk on day. Ah mais vraiment, c'est ça en fait. Et donc tu viens avec ton équipe et en fait tu peux être par exemple, je pense qu'il y a des catégories, il y a les catégories des seniors plus de 35 ans. Je connais pas tout hein, mais ça a l'air assez sympa où en fait c'est double élimination, c'est comme des sumo, tu vois. Donc en fait et tu fais 3 trucs de Scrum, le meilleur de trois le meilleur de 3 matchs de Scrum. Et voilà et c'est et tu as des points pour comment tu gagnes ton Scrum, en fait. C'est un truc de ouf, non? C'est un concours de Scrum pendant le week-end de Championship, de Super Bowl de rugby américaine. C'est pas mal, non? Ouais, c'est typiquement américain et ça pourrait vraiment pas du tout marcher en France. Mais c'est marrant. T'imagines? Ça m'étonne pas que ce soit les Ricains qui aient inventé un truc pareil. Mais bon. Ah, mais c'est un truc. Mais Nous, en combien de. fait, les concours de Scrum au rugby en France, c'est pendant les matchs, en fait. C'est ça la logique. Mais t'imagines? T'es dans la veste, tu dis, ah ouais, tiens, je vais scrummer contre d'autres personnes que je connais pas. Ouais, allez, on y va. Et ils ont même pas d'assurance maladie. Bon, on y. Ça, c'est assez fou. Allez, on va clôturer rapidement cet épisode en parlant d'autres sports. Est-ce que tu Ouais, suis on est d'autres sports en obligé ce quand moment? même. Bah, écoute, on est obligé de parler quand même du back-to-back. La RATP à Paris a renommé la station rue du Bac en rue du back-to-back. Je sais pas si tu as vu ça, mais Non. voilà, le Paris Saint-Germain qui gagne sa deuxième Ligue des Champions d'affilée, c'est quand même voilà, un exploit absolument énorme. Ça a été beaucoup plus douloureux en finale que l'année dernière où ils avaient écrabouillé l'Inter de Milan 5-0. Là, ça a été quand même in extremis au penalty. Mais quand tu regardes par contre les stats du match, ils ont eu beaucoup plus d'occasions, ils ont tenu beaucoup plus le ballon. Donc c'est une victoire qui est vraiment méritée. Et je trouve que cette équipe, avec ce qu'elle a réalisé depuis 2 ans, c'est ce que je disais la dernière fois, on en discutait avec des copains, c'est une équipe qui réconcilie avec le foot. C'est-à-dire que le PSG a été à un moment l'image complètement foireuse du foot business où on met que du pognon, on empile des stars, on se rappelle même pas que c'est un sport, on veut juste faire des photos avec des mecs avec des lunettes de soleil et puis croire que les millions et les titres vont tomber tout seuls. Et en fait, après, ils se rendent compte que ça, c'est une impasse totale. Et ils construisent un collectif. Et ils ont construit avec Luis Enrique, qui est un véritable sorcier à la tête de cette équipe, un collectif basé sur des mecs qui ont le sens du devoir, le sens des autres, le sens du sport co. Ça a beau être des milliardaires en short, ils sont remarquables, remarquables dans l'état d'esprit et dans ce qu'ils montrent. Donc moi, c'est vraiment, j'aime le foot en étant moins fan que de rugby.
mais voir jouer ce PSG est quelque chose qui me réconcilie complètement avec cette discipline. Bien entendu, je suis complètement dépité de voir qu'il y a encore des abrutis qui ont cassé plein de trucs au lieu de se réjouir. Et ça, c'est un tout autre sujet. Mais j'espère qu'un jour, on arrivera à régler ça parce que c'est quand même un peu pathétique de ne pas pouvoir se réjouir simplement, quoi. Voilà. Attends, t'as dit le millionnaire, Attends, t'as dit le millionnaire en short. Est-ce que c'est une expression française, ça? Non, non, c'est-à-dire qu'on a parfois tendance à se dire, oui, bon, c'est beau, c'est sûr, mais les mecs, avec tout ce qu'ils gagnent et tout, ça casse un peu l'esprit du sport. Il y a que du pognon dans le foot et tout ça. C'est vrai que voilà, c'est le premier sport mondial, etc. Donc c'est une discipline qui véhicule énormément d'argent et d'enjeux financiers. Néanmoins, je trouve que cette équipe-là arrive à montrer que ce qu'ils font, c'est du sport. Voilà. Et c'est du sport, et c'est du sport co. Et ils ont le sens vraiment voilà, de l'entraide et du collectif. Je trouve ça absolument formidable. Moi, j'aimerais bien parler de d'autres millionnaires en short aussi, mais short un peu plus longues. C'est des joueurs de NBA. Je suis pas sûr si tu sais, mais c'est des Ouf, playoffs en ce moment. Et là, bien on sûr est. que je sais. Ah bah oui, ah bah je Quelle suis ça question, Thierry! avec plaisir en fait de voir en fait bon déjà The Knicks c'est une équipe quand même The Knicks c'est une équipe que bon déjà il y a beaucoup de New-Yorkais qui adorent et ils ont un star Jalen Brunson que j'aime beaucoup aussi qui n'était pas forcément censé d'être un star comme il est. Il y a un gars qui s'appelle Kat aussi Carl Anthony Towns, qui était un star sur son équipe, qui vient sur une meilleure équipe, qui devient plutôt un role player, contre, en fait, et là, Wemby, qui a gagné le premier match, on va dire, à l'extérieur, il a gagné le dernier match, le septième match contre OKC, Wemby, qui vraiment, tout le monde, c'est le final que tout le monde voulait. Tout le monde veut New York contre Wemby, Wemby the Spurs, on va dire bien sûr, mais en fait tout le monde ils sont super intéressés de voir, mais c'est qui cet alien français qui est mais incroyable sur le terrain et qui Bah, couvre. Alien, c'est le mot, hein. Ah, mais c'est vraiment ça. Ils ont effectivement sorti Oklahoma City au match 7, hein, donc c'est quand même très disputé. C'est pas, ils n'ont pas survolé, ils ont 3 partout et puis ils ont fini par gagner 4-3. Mais voilà, Wembanyama encore 22 points et un nombre de contres absolument invraisemblable, etc. Et c'est un joueur qui va, je pense, marquer très très profondément l'empreinte du basket et l'empreinte de la NBA. Et bien sûr, on espère beaucoup aussi l'empreinte de l'équipe de France. C'est un joueur avec qui tout est possible. Les Français peuvent être champions olympiques avec Wembanyama s'il est en forme et avec l'équipe qu'on va construire autour, parce qu'il est loin d'être le seul bon joueur français. Mais lui, comme tu dis, c'est un alien, c'est un mec qui a des qualités complètement uniques, qui associe une taille, une science du jeu, une qualité de shoot, une qualité de dribble, ça n'a jamais été vu. Voilà, c'est un cocktail complètement unique Ouais. et on ne sait absolument pas où va s'arrêter ce garçon. Je ne sais pas ce que ça va donner contre les Knicks, hein, qui est aussi une super équipe, où jouait notamment Joachim Noah il y a quelques années d'ailleurs, il a fait un beau passage là-bas. Et puis Gershon Yabusele, qui a malheureusement pas très bien réussi aux Knicks, mais c'était ce joueur que j'adore de l'équipe de France. Oui. J'espérais beaucoup qu'il ferait une grosse saison ou deux chez les Knicks et il n'a pas tellement réussi. Mais Wemby contre les Knicks, c'est la finale rêvée, effectivement. Et je pense que ça va faire peut-être un match 7 et puis aller un, un shoot à la sirène à 3 points pour gagner et Wemby qui remporte son premier trophée. Ce serait beau. Pour finir sur le NBA, je voulais juste dire aussi sur Wemby, le truc, c'est que son leadership, en fait, c'est un gars qui est très très jeune, mais il est là vraiment en train de, il est le leader de cette équipe et c'est vraiment incroyable. Et j'ai vu un clip où il disait, tiens, un autre jeune joueur qui est plus jeune que lui, tu vois, lui qui a quoi, 22 ans et l'autre il a quoi, 20 ans. Il dit, je suis fier de toi, tu vois, après ce match 7 et je dis, mais quel bel exemple en fait de leadership à 22 ans, que c'est lui le star de l'équipe et de partager ça. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, j'espère vraiment plein de bonnes choses pour lui. En tous les cas, ça va être un final qui va être top. Je sais que tu voulais parler un peu de Roland Garros. Oui, très très vite, on a vu une hécatombe chez les têtes de série, ils sont tous sortis. Donc ce sera un vainqueur inédit chez les garçons et ce sera surtout un vainqueur qui n'a jamais gagné aucun grand chelem. Donc ça va être de toute façon une belle surprise. Moi j'ai été vraiment extrêmement séduit par deux joueurs. Un qui est toujours en course, qui a sorti Novak Djokovic après un match Ouais. d'anthologie au 5e set, qui s'appelle Joao Fonseca, qui est un Brésilien avec un coup droit qui est un coup de canon.
total. Et je pense que ce joueur ira très loin. Ce serait le digne successeur de Gustavo Kuerten que tous les amateurs de tennis et en particulier de Roland Garros ont adoré à la fin des années 90. Et puis Moïse Kouamé, petit Français de 17 ans, qui a été jusqu'au 3e tour, qui a perdu au 4e set contre un Chilien très expérimenté au 3e tour, un match qu'il aurait pu gagner. Hein. Il perd, je crois, au tie-break au 4e set. Et c'est un garçon qui va faire rêver les foules du tennis, parce qu'à 17 ans, avoir ce talent et ce mental, et ce qu'il a montré sur les matchs qu'il a fait, y compris des matchs en 5-7, alors qu'il n'en avait jamais fait de sa vie, etc., c'est absolument magique. Donc, peut-être la relève, enfin, de Yannick Noah, sait-on jamais, mais laissons-le grandir, il n'a que 17 ans, mais quel plaisir de voir jouer ce garçon. Et je me dis, Thierry, il est plus jeune que nos fistons, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tiens, j'avais vu le match de Djoko et en fait, ouais, c'était à 4h30 de tennis. Le mec, il n'en pouvait plus. Mais encore, il tapait des balles à 200 km l'heure. Djoko C'est était incroyable. à 39 ans dans un état à la fin de ce match. Il a vomi plusieurs fois pendant le 5e set. Ah ouais. Il était au bout du bout de ce qu'il pouvait donner physiquement. Et c'est vraiment, moi, j'étais pas un très grand fan de Djoko, mais on peut pas dire autre chose. C'est vraiment le plus grand joueur de tous les temps quand on voit ce qu'il peut faire à 39 ans contre un gamin de 19. Au 5e set, il a failli gagner, hein, Djoko, il se fait sortir, mais il a failli gagner. Ils vont au 5e, ils vont, je crois, au super tie-break ou je sais plus quoi. Et Djoko balance encore des coups gagnants, mais totalement improbables, alors qu'il était éreinté physiquement. Donc c'était un des plus beaux matchs de tennis que j'ai vu depuis très très longtemps, avec peut-être un petit clin d'œil en passation de pouvoir avec Djoko, sans doute qu'il ne reviendra pas à Roland-Garros, ou alors qui en tout cas probablement ne le gagnera pas. Peut-être qu'il reviendra à 40 ans l'année prochaine, mais pour le gagner, ce sera quand même très compliqué. Et un joueur qui est peut-être lui à l'aube d'une carrière immense, et c'était son idole. C'est-à-dire qu'il rêvait, quand il avait 10 ans, il avait un poster de Djoko au-dessus de son lit. Voilà. Mm. Et un jour, il le bat en 5-7 à Roland-Garros. Lui 19, l'autre 39. Il y a de quoi écrire un roman, en fait, sur des choses aussi belles. Et alors, à tous les enfoirés qui veulent retirer les matchs en 5-7 au tennis pour des histoires de diffusion télé et de gros sous, je vous dis, vous êtes des crétins. Et si vous enlevez les matchs en 5-7, vous tuez l'âme de ce sport, C'est parce sûr. que c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais en fait, en regardant ce match-là, je me suis dit, en fait, oui, j'ai oublié que le tennis, en fait, c'est un travail d'endurance, en fait, et de douleur. C'est un truc de ouf. C'est De fou. jouer pendant Djoko était dans 4 un heures et demie. état, il était un fantôme à la fin du match. Écoute, c'est tout pour nous, mais c'est pas tout pour. Même si j'ai l'impression que c'est été, hein, si d'un coup c'est vraiment été chez nous, c'est bientôt on va dire le fin de saison, mais en fait en même temps on a le top 14, le semi et le final, l'élite. Il faut qu'on fasse un épisode sur tout ça. Il y a des matchs cet été aussi, hein, Nouvelle-Zélande, Australie et Japon. Donc peut-être on va faire 4-5 séances avant l'été démarre officiellement. Donc voilà, je vous encourage de cliquer sur ce like, cliquez sur le subscribe, allez sur le YouTube, allez sur Instagram et Facebook, et voilà, on est là, et surtout partagez avec tous vos copains ce petit podcast de rugby pack de potes. Voilà, et puis les mecs du Crunch Creator, si vous nous entendez, attendez-vous quand même à ce qu'on vous fasse une petite explication de texte, un de ces quatre quand on va vous croiser. Parce que le fait qu'on n'ait pas été sollicité est quand même à la limite du raisonnable. On vous embrasse. J'avais un claquage ce jour-là. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye.